LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, présente État de santé. Les médecins sauvent des vies, oui, mais les aides-soignants aussi, tout comme les agents d'entretien, les brancardiers ou les agents d'accueil. Ces métiers de l'ombre permettent aux hôpitaux de fonctionner et aux équipes médicales de faire leur travail. C'est ce que l'épidémie de Covid-19 a mis en lumière. Moi, j'ai un médecin qui est venu me voir et qui m'a dit « Sandrine, je ne me rendais pas compte avant l'importance de votre métier, mais maintenant, je sais que c'est hyper important et que vous êtes indispensable. » Comme les médecins et les infirmiers, ceux qu'on appelle les invisibles des hôpitaux ont eux aussi reçu des remerciements et des hommages. Mais au bout d'un an de crise sanitaire, les équipes sont fatiguées physiquement et psychologiquement. Je peux comprendre qu'il y en a qui ont jeté l'épaule. Je pense que c'était... personne ne s'attendait à ça, même les ceux qui avaient 20 ans de carrière, ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Donc voilà, c'était un peu la guerre. On essayait de faire comme on peut, le manque de personnel, le manque de matos. Alors aujourd'hui, que reste-t-il des applaudissements de la première vague? Y aura-t-il un monde d'après pour les métiers de l'ombre? Covid-19, les invisibles des hôpitaux, c'est le thème de ce nouveau numéro d'État de santé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État de santé avec un sujet qui nous tient très à cœur aujourd'hui. On va parler de ce qu'on appelle parfois les invisibles. Alors c'est paradoxal parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont en réalité des rouages absolument essentiels de l'hôpital, mais bien au-delà du monde de la santé. Ils ne tourneraient pas tout simplement s'ils n'étaient pas là. Ce sont les aides-soignants et les aides-soignantes. Ils sont aussi nombreux que les médecins et les infirmiers. Encore une fois, ils sont indispensables et on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui, Vanessa Blodès. Bonjour à vous. Bonjour. Merci. Donc vous êtes aide-soignante. On vous a découvert dans un documentaire diffusé par LCP qu'on peut toujours revoir. Il est formidable, il s'appelle Derrière les masques. Vous vous êtes filmé avec d'autres représentants de la santé au début de la crise et on a vu votre évolution. À la fin du film, on découvre d'ailleurs que vous faites un burn-out. Vous êtes là avec nous. Est-ce que ça va mieux ? Ça va mieux. J'ai pris aussi le temps de reprendre mes esprits aussi en prenant un peu de temps avec mes enfants et en faisant une petite parenthèse obligatoire pour commencer à... Pour reprendre de l'énergie. Ouais. Parce que vous en avez de l'énergie dans le film. On le voit, vous vous battez, vous êtes réquisitionné par l'hôpital, vous venez de l'EHPAD. Je vous propose, on fait une petite pause, on reprend son souffle, on regarde votre portrait. Vanessa Blodès. Vanessa Blodès était assistante maternelle avant d'obtenir son diplôme d'aide-soignante il y a 3 ans. Elle a d'abord travaillé en EHPAD avant d'être appelée en renfort au centre hospitalier de Remiremont dans les Vosges, au plus fort de l'épidémie de Covid-19. Elle a témoigné de cette période difficile dans un documentaire dont elle est l'un des principaux personnages, Derrière nos masques, diffusé sur LCP. Victime d'un burn-out du fait des conditions de travail à l'hôpital, elle a repris 6 mois plus tard et choisi de retourner en EHPAD. Voilà Vanessa Blodès pour votre parcours. Donc on le répète, vous étiez assistante maternelle, vous avez voulu être aide-soignante. Donc à une époque, vous aviez déjà un bagage professionnel. Pourquoi ? J'ai mon papa qui est tombé très malade, qui était donc devenu handicapé. Je m'en suis beaucoup occupée aussi d'un ami qui est hémiplégique. Et du coup, ça me prenait beaucoup de temps et je me suis dit, pourquoi pas en faire mon métier ? Parce que j'aime ça, j'aime m'occuper des gens, j'aime prendre soin d'eux. On vous a tous beaucoup applaudi à l'époque. Vous avez ressenti quoi à ce moment-là ? Une fierté quand même. À ce moment-là, plus beaucoup de personnes ne travaillaient. Donc à part le milieu des soignants où on y allait encore tous les jours et on restait pas enfermé à la maison en confinement. Donc et de la fierté, parce que je disais tout à l'heure dans l'introduction, on va parler aujourd'hui des invisibles. Est-ce que c'est un mot que vous trouvez approprié ?
Je pense que nous sommes invisibles peut-être plutôt au niveau de la hiérarchie, plutôt qu'au niveau des patients ou des résidents. Je pense qu'on est mal considérés alors que nous sommes quand même les yeux de l'infirmière, du médecin. Enfin, moi, je trouve que le rôle de l'aide-soignante est très important, est aussi important qu'un médecin, qu'une infirmière. Alors, les aides-soignants, ils sont donc extrêmement nombreux. Alors, c'est encore une fois, ils sont invisibles, mais ils sont aussi nombreux que les autres réunis. Justement, on va regarder qui, combien, pour quelle tâche, infographie. L'hôpital, nous l'imaginons comme un monde de médecins. C'est le cas, mais pas seulement. Prenons l'exemple des 39 hôpitaux de la PHP. 100 000 personnes y travaillent au quotidien. Parmi elles, plus de 16 000 médecins et internes, mais aussi 53 000 personnels paramédicaux, socio-éducatifs et soignants, dont 16 000 aides-soignants. Quant aux 31 000 personnels restants, ils sont agents d'entretien, brancardiers, blanchisseurs, restaurateurs, responsables techniques, magasiniers, agents d'accueil ou jardiniers. Il existe plus de 200 métiers dans la fonction publique hospitalière. En somme, un hôpital est une sorte de ville miniature où vivent en majorité des femmes. 90% des aides-soignants sont des aides-soignantes. La part des femmes est également très importante chez les agents de bio-nettoyage. 2 métiers parmi les moins bien rémunérés de la fonction publique hospitalière. En 2018, le salaire net des femmes était d'ailleurs inférieur de près de 21% à celui des agents masculins. Le médecin en blouse blanche n'est donc pas vraiment représentatif des habitants de cette petite ville qu'est l'hôpital public. Alors Vanessa, pour revenir à la crise au début, quels souvenirs vous en avez parce qu'on a beaucoup parlé du dénuement des... Vous saviez quoi? Vous aviez, comme on l'a vu, pas de blouse, pas de masque, très peu. Comment ça se passait? Tout d'abord, c'était la panique parce qu'on savait pas du tout ce qu'était vraiment ce virus. On savait que c'était très virulent, que c'était dangereux. Vous avez eu peur? Oui. Pour vous aussi? Pour moi, surtout pour mes enfants aussi. Et puis, c'est vrai que je me suis posé la question 2 fois avant de me dire, mais est-ce que je vais aller travailler ou est-ce que je vais... Parce qu'on avait le droit de retrait aussi à ce moment-là. Ouais. Et puis, quand on est aide-soignant, quand on choisit ce métier, on peut pas rester en retrait comme ça. C'est impossible. Donc voilà, j'y suis allée, j'ai prêté main forte à l'hôpital. Et le souci, c'est que oui, un jour, on va avoir la tenue complète pour être bien protégé, et puis le lendemain il y aura plus ce qu'il faut, donc faut faire autrement avec les moyens qu'on a. Il fallait quand même aller au front. Mais il fallait quand même y aller. Vous y êtes allé, et encore une fois, à ce moment-là, on vous a beaucoup soutenu. Enfin, vous vous êtes senti soutenu quand même par ces applaudissements, des cadeaux, vous receviez peut-être. Ça aidait, oui. Oui, ça aidait dans le sens où on est soutenu par l'extérieur, on nous comprend, on est fiers de nous, d'un coup on existe. Et c'est vrai que ça faisait du bien. Donc le regard a changé. Oui, du coup, avant, je me rappelle qu'on me disait souvent, mais je sais pas comment tu fais pour faire ce métier-là. Et puis au jour d'aujourd'hui, dis donc, je suis fière de toi, tu fais ce métier, c'est bien. Quel courage. Voilà, oui, les mentalités ont changé. Ah oui, donc ça c'est quand même un bénéfice pour la profession. Oui. Donc on a voulu savoir si ce regard qui a changé à un moment avait pu effectivement porter, ou en tout cas encourager des jeunes candidats à devenir aides-soignants. Marianne Cazot est partie en reportage dans une école précisément, voir si ça suscitait tout simplement des vocations. Il y a des besoins très forts dans votre secteur. Un reportage Marianne Cazot, on se retrouve juste après. Elles s'appellent Akima, Marie-Pierre ou Charlotte. Elles sont aides-soignantes et font partie des héros et héroïnes applaudis pendant la première vague de l'épidémie de Covid-19. Ce sont des images comme celle-ci qui ont mené Sidra jusqu'ici, à l'Institut de formation de l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois. Le métier d'aide-soignante l'attirait depuis plusieurs années, mais c'est la crise qui l'a décidé à sauter le pas. En fait, elles ont été là quand vraiment il y a eu la crise et qu'on a eu besoin d'elles. Et ça donne envie d'aller les aider, en fait. D'être là et de faire ce qu'elles font parce que c'est noble. Là, c'est une crise, mais en temps normal, les maladies, tout ça sont toujours là. Ils ont besoin toujours d'aide
Donc voilà, c'est ça qui m'a, ça m'a tilté en fait. Et dans sa classe, elle n'est pas la seule à avoir eu ce déclic. Michel Chiche, la directrice, a épluché de nombreux dossiers comme le sien avant la rentrée de janvier. Elle a reçu 20 candidatures en plus par rapport à l'année dernière. Une augmentation due à la simplification des épreuves d'admission face au contexte sanitaire, mais pas seulement. Majoritairement dans les courriers, les lettres de motivation qui sont demandées, on retrouve effectivement cette notion de crise sanitaire qui a suscité l'envie effectivement d'aider les patients, de se mettre au service des patients et des équipes. Donc je pense que oui, la crise est un élément déclencheur pour des personnes qui souhaitent devenir aides-soignants. Un regain d'intérêt bienvenu pour une profession qui peine à attirer depuis plusieurs années. D'après ce rapport du ministère de la Santé, le nombre de candidats aux épreuves de sélection a baissé de 42% entre 2014 et 2018. Il faut dire que lorsque nous pensons au métier d'aide-soignant, ce sont souvent ces images de toilettes qui nous viennent à l'esprit. Des tâches jugées ingrates. Pourtant, dans son cours, Frédéric Brissot ne s'attarde pas sur cela. Aujourd'hui au programme, le métier d'aide-soignant en réanimation, mis en valeur par la crise sanitaire. Actuellement, c'est ce qui se passe au niveau du Covid. Donc l'Opiflow, ça va, pareil, envoyer pas mal d'oxygène de façon à... Les connaissances enseignées sont parfois techniques et souvent tournées vers des valeurs d'humanisme et de respect du patient. Il entend rendre au métier d'aide-soignant ses lettres de noblesse. Cette dimension humaine est extrêmement importante à prendre en charge. Et c'est vous qui avez ce travail, on va dire, essentiel. Le travail du milieu de terrain. Vous êtes des milieux de terrain. C'est un petit peu comme dans le football. C'est le milieu de terrain. On ne le voit pas, mais il fait un travail essentiel. Et par contre, on félicite le buteur. Mais le buteur, sans milieu de terrain, il ne peut rien faire. Et bien, c'est un peu le principe de notre travail à nous, en service. Voilà de quoi donner envie aux élèves de faire ce métier. Mais aujourd'hui vient le moment de passer de la théorie à la pratique. 7h du matin. Sidra commence sa deuxième journée de stage à l'hôpital Robert Ballanger. Elle prend le temps d'apprendre des bons gestes. Ok, et là je vais vous mettre là. À ses côtés, un aide-soignant répond à ses questions. C'est bon? Et t'en manques? Oui, il m'en manque 2. Donc là c'est bon. Ouais. Lui travaille ici depuis 6 ans et la cadence habituelle est bien différente. 5, 4. Le quotidien ressemble pas du tout à ça. Quand on a une élève, on essaie de faire au maximum de bien montrer, en toute franchise, des choses qu'on ne fait plus. On est obligé d'être un peu plus rapide. On va zapper quelques 2-3 choses. Par exemple, quand on fait la toilette en technique, il ne faut pas poser la bassine sur l'adaptable. C'est là où les patients ils mangent. On est obligé d'avoir ce qu'il faut et tout, mais on n'a pas le temps de ramener à chaque fois un chariot, le désinfecter, repasser à l'autre chambre. On n'a pas le temps de faire tout ça. Ici comme ailleurs, les soignants ont l'impression de manquer de bras. Les nouvelles recrues comme Sidra sont donc précieuses. Je vais passer sur vos jambes, madame. Tu voudrais aller où après? Pas en stage? J'ai toujours dit hospitalier. Et là, depuis hier, je me suis confortée encore plus dans mon choix. Donc, si je veux prendre ma main avant de faire libéral, ce sera hospitalier. Hein. Si elle obtient son diplôme, Sidra ne pense pas rester à l'hôpital toute sa carrière. Elle a pour objectif de continuer ses études pour devenir infirmière libérale. Attirer les étudiants ne suffit pas. Il faut aussi qu'ils veuillent rester. L'année dernière, 10 000 infirmiers et aides-soignants auraient jeté l'éponge. La crise sanitaire a redoré l'image du métier d'aide-soignant, mais elle a aussi souligné la dégradation des conditions de travail à l'hôpital. Ça vous fait plaisir de voir ces jeunes là qui veulent s'engager parce qu'ils trouvent finalement que ce métier, c'est un beau métier. Oui. Ils ne l'avaient pas imaginé comme ça, alors que c'est dur. Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier, vous? Le prendre soin, le fait que ce soit psychologique aussi et pas que physique, parce que surtout en ce temps de crise, les rassurer, puis le prendre soin, oui, le fait de rendre une personne vulnérable, être un peu plus fière d'elle, voilà, et c'est pas parce qu'elle est à l'hôpital ou en maison de retraite qu'il faut se laisser aller. On a un rôle super important. Alors, ce que vous aimez, c'est ça, et c'est quand même très fort. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Ce que j'aime pas, c'est
surtout ce qui se passe au-dessus, en fait, c'est-à-dire le manque de moyens, que ce soit financier ou matériel. Je trouve que c'est vraiment un manque de considération, mais en interne. Voilà. On parle souvent de la difficulté. Alors vous étiez en EHPAD, là vous êtes revenu en EHPAD après la crise, vous étiez en renfort à l'hôpital. On dit beaucoup les cadences sont infernales dans les EHPAD. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est votre vécu? Oui, bien sûr. Oui. Il faut faire tant de toilettes dans la matinée. On a l'impression que c'est un challenge. Même le personnel entre elles. Mais tu as mis combien de temps? Mais t'as mis trop longtemps. Vous pouvez pas rester trop de temps avec chaque patient parce qu'ils attendent et du coup c'est un peu déshumanisé comme service. Oui, on manque de temps et un grand problème d'effectifs, oui. Des arrêts sans cesse, du personnel qui sont en burn-out, soit malade ou on doit venir sur nos jours de repos, on ne doit pas compter les heures. Donc c'est une vie personnelle évidemment dure après derrière pour la vie de famille. Oui, c'est difficile à gérer. Pour ma part, je vis seule avec mes 2 enfants et il est vrai que mes enfants me le reprochent. Parce que je suis jamais à la maison, je participe pas au repas, je travaille un week-end sur 2. Le week-end où je travaille pas, forcément, ils sont chez papa. C'est assez compliqué. Et puis la fatigue. Et vous n'avez jamais, à part le moment où vous êtes tombé vous-même malade, vous avez fait le burn-out, vous y êtes toujours allé, vous êtes allé au front. Voilà. Oui, il y a un sens du devoir et un amour du travail même qui compense un peu. Il y a d'autres invisibles aussi que vous connaissez bien, et les agents d'entretien. On a aussi eu envie d'aller les voir dans cette émission. Ils sont très nombreux, alors surtout en cette période d'épidémie où l'hygiène est devenue absolument primordiale. Eux aussi étaient au front. On les a beaucoup vus dans toutes les entreprises, mais encore plus dans des services de santé. Reportage Marianne Cazot. Dans les couloirs des hôpitaux, nous les remarquons à peine parmi les soignants. Comme Sandrine Corbeau, les agents de services hospitaliers font leur travail en toute discrétion, mais avec application. J'insiste bien sur tous les points de contact. Ces tâches de nettoyage peuvent paraître banales. Pourtant, dans la chambre d'un patient atteint de la Covid-19, comme celle-ci, elles sont essentielles. Et c'est tout l'hôpital qui en a pris conscience avec la crise sanitaire. Moi, j'ai un médecin qui est venu me voir et qui m'a dit « Sandrine, je ne me rendais pas compte avant l'importance de votre métier, mais maintenant, je sais que c'est hyper important et que vous êtes indispensable. » Et ça m'a même donné les larmes aux yeux quand j'ai entendu ça, parce que je me suis dit, enfin, les soignants se rendent compte de ça. Et quelque part, il a fallu ça pour que ça amène à une autre réflexion. C'est ainsi que Sandrine Corbeau et ses collègues ont gagné leur place parmi les héros de la lutte contre la Covid-19. En témoignent ces photos que nous montre la directrice adjointe des équipes logistiques. Voici les nombreuses denrées alimentaires offertes par des particuliers et des entreprises aux soignants pendant la première vague de l'épidémie. On voit plusieurs chefs d'équipe de notre équipe d'entretien avec des agents d'entretien, qui ont également reçu des chocolats de la part de nos gentils donateurs. L'hôpital a choisi de redistribuer équitablement les dons à toutes les équipes, car tous, soignants ou non, ont participé à l'effort de guerre. Une reconnaissance d'autant plus méritée que les agents d'entretien ont pris des risques en venant travailler. Certains ont perdu la vie. Sandrine Corbeau en est bien consciente. Aujourd'hui, elle est vaccinée, mais ces protections ont longtemps été ses seuls remparts contre le virus. On était quand même hyper stressés, sachant que c'était un nouveau virus. Il n'y avait pas de traitement, pas de vaccin. Du coup, c'était quand même très très dur psychologiquement. Et physiquement aussi. Plus de poubelles, plus de charges. Depuis 1 an, certaines tâches se sont complexifiées, comme le ramassage des poubelles, ou le nettoyage des unités de soins continus transformées en chambres de réanimation. Trop petites pour accueillir autant de machines, elles poussent parfois les agents d'entretien à faire des contorsions. C'est du sport. Et avec les masques, c'est pas simple. Sandrine Corbeau a beau garder le sourire, plus d'1 an après le début de l'épidémie, la fatigue se fait sentir.
Et la crise sanitaire n'est pas terminée. Pourtant, des hommages au personnel hospitalier ne restent que ces vidéos du printemps 2020. Notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Alors, la crise a-t-elle changé la donne ? Tout en bas de la grille des salaires de la fonction publique hospitalière, Sandrine Corbeau touche 1 555 € bruts par mois. La hausse de 183 € mensuels prévue par les accords du Ségur est donc la bienvenue. Mais elle n'est pas concernée par la deuxième partie des mesures de revalorisation, réservée, elle, au personnel en contact avec les patients. Nous sommes avec les soignants toute la journée. Nous sommes dans les soins, nous sommes avec les patients. Là, il va y avoir une augmentation de salaire qui va être faite pour les infirmières, aides-soignantes et d'autres catégories. Sauf que nous, en fait, on n'aura pas cette augmentation de salaire. Et quelque part, c'est injuste car, je veux dire, c'est la base aussi des services de soins, le nettoyage. Alors, pourquoi une telle distinction ? Pour Olivier Véran, cette nouvelle revalorisation réservée aux soignants servira, au-delà de la reconnaissance, à susciter les vocations de demain. Or, d'après cette étude de la Fédération hospitalière de France, les difficultés de recrutement sont moins fréquentes chez les agents d'entretien que chez les aides-soignants ou les infirmiers. Car être agent de bio-nettoyage ne demande pas de qualification particulière. Malgré cette explication, Sandrine Corbeau est amère. La crise ne l'a pas tout à fait sortie de l'ombre. Alors on a vu que vous avez eu une revalorisation de 180 €. C'est ça. C'est un début de reconnaissance qui n'est pas versé à tout le monde encore malheureusement, mais c'est un début de reconnaissance. Vous l'avez touché ? Pas du tout. Pourquoi ? Pourquoi pas vous ? L'établissement n'aurait pas encore reçu les subventions pour nous la verser. Donc c'est une question de temps. Oui. Vous y avez droit. Oui, vous allez sûr. recevoir Oui. évidemment ça. Est-ce que la façon dont on a les pouvoirs publics, le ministère de la Santé, Olivier Véran, première ligne, lui aussi politiquement, a géré cette affaire de Ségur de la Santé, vous l'avez suivi ? C'est une goutte d'eau dans l'océan parce que, à vrai dire, les soignants, je pense que ce que nous demandons avant tout, c'est plus de moyens avec plus de personnel et on aura beau gagner plus d'argent, le travail en lui-même sera le même. On va revenir à la rémunération parce que vous avez souhaité, comme c'est la tradition, on interroge toujours un député sur la problématique d'état de santé et vous avez voulu demander si justement les dispositions prises par le Ségur de la Santé d'augmentation de la rémunération suffiraient ou pas à augmenter l'attractivité de votre métier d'aide-soignante. Et c'est Caroline Fiat, aide-soignante elle-même, députée La France Insoumise, qui vous répond. Alors, le Ségur de la Santé, les 180 € d'augmentation, c'est juste le dégel du point d'indice pendant 10 ans. Donc c'est juste rattraper ce qui manquait. Rien sur l'avenir. On ne voit pas un flux de soignants arriver en courant en disant super, 180 €, on va tous venir faire ce métier. Il fallait 300 € pour vraiment donner envie. Souvent les hôpitaux sont dans les centres urbains, dans des grandes métropoles. Pour se loger, il faut avoir les moyens. Par exemple, moi, dans le Grand Est, les gens vont travailler au Luxembourg, vont travailler en Allemagne, vont travailler en Suisse. Il faut pouvoir payer les gens comme dans les autres pays. Enfin bref, 180 €, c'est ridicule. Mais surtout, ce n'est pas suffisant parce qu'il manque deux choses importantes. C'est les moyens humains en collègues et les moyens financiers en matériel, en brancard. Arrêtons de compter les compresses, arrêtons de compter le matériel et ne revivons pas ce que nous avons vécu, à aller travailler sans masque, sans blouse, sans gants en période de crise sanitaire. Vanessa Blodez, on arrive au terme de cette émission. D'abord, si je vous demande l'image, le souvenir le plus fort que vous avez, alors peut-être avec un patient ou pas, de cette crise que vous avez traversée, vous en première ligne, ce serait lequel ? Alors, en termes de belle image, ce serait... j'adore chanter, et en particulier avec une résidente qui adorait chanter. Et on se filmait, on chantait, puis on l'envoyait à son fils, qui était tout content de recevoir quel répertoire, par curiosité ? C'est du Edith Piaf, des choses comme ça. Ouais. Et ça, c'est des moments de partage qui n'ont rien à voir avec le fait de soigner, mais qui sont
Ouais. Le plus important pour vous? C'est aussi important. L'un va pas sans l'autre. Voilà. Le soin est très important et le bien-être aussi. Un propos, est-ce que ce qu'on apprend à l'école est très différent de ce qu'on vit après? Oui, parce que je pense qu'on s'y attend pas vraiment à vivre tout ça et à ce que le métier soit aussi difficile. Ce qu'on vit sur le terrain, c'est assez différent quand même. C'est décevant? Un peu. Ouais. Vous êtes quand même déçu par la réalité de votre métier, même si on sent que vous l'aimez parce que vous êtes très humaine. Mais je suis déçue de tout ce qui se passe autour, en fait. On choisit ce métier par conviction, oui, parce qu'on aime prendre soin des gens, mais on peut pas le faire correctement. Et je trouve que notre métier est bâclé. Enfin, tout est bâclé. Tout est bâclé. C'est bâclé. Enfin, c'est un mot fort, ce que je vais dire, mais tout doit être fait, en fait, bien fait, mais en très peu de temps. Bon, et si j'étais le ministre de la Santé, vous me diriez quoi? La première mesure que vous diriez, monsieur ou madame la ministre, voilà, la chose qu'il faut faire pour nous aider? Plus de moyens, plus de bras, faire aimer notre métier, donner envie de venir travailler et de choisir ce métier et d'être plus considéré. Voilà, c'est tout ce que je demande. C'est bien, c'est beaucoup d'ambition. On souhaite que vous soyez entendu, monsieur le ministre. Vous avez entendu Vanessa Blodez. Témoignage très précieux pour nous. Merci infiniment d'avoir été notre invité aujourd'hui dans cette émission d'état de santé. Bon retour dans les Vosges, à Remiremont. On appelle comment les habitants de Remiremont? Les Romarimontains. Merci beaucoup de votre présence. Merci de nous avoir suivis, évidemment. Et à très vite pour un prochain numéro d'état de santé. À bientôt. LCP, Assemblée nationale, en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance, vous a présenté État de santé.